Bonjour, eh bien, à la bourse comme ailleurs, les étés se suivent mais ne se ressemblent pas. Le CAC 40, du 1er juillet à la mi-août 2011, je dis bien 2011, avait perdu près de 25% en un mois et demi. Vous vous rendez compte, catastrophe due à la recrudescence des crises européennes, notamment à la situation en Grèce et aussi à l'appui des dégradations par les agences de notation. En revanche, en 2012, à la même époque, 1er juillet, 15 août, eh bien là, le CAC 40 regagnait 7,5% grâce à M. Draghi, président de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui avait déclaré haut et fort qu'il ferait tout pour sauver l'euro, pour sauver l'Europe. Il avait même cru bon d'ajouter que de toute façon, ce serait largement suffisant. Belle leçon de communication, la bourse est repartie très fort, la confiance est revenue au goût du jour. Cette année, en 2013, eh bien, toujours du 1er juillet à la mi-août, le CAC 40 gagne près de 10%, c'est encore mieux, malgré des déclarations de M. Bernanke, président de la Fed, la Banque fédérale américaine, M. Bernanke, qui a bien fait comprendre qu'il diminuerait, mais c'est logique, il faut s'y attendre, qu'il diminuerait les mesures monétaires très accommodantes qui ont permis au marché d'en arriver là sans catastrophe majeure. Il faut dire que M. Bernanke, après une annonce un petit peu brutale qu'il avait faite en mai et qui avait pesé sur les marchés, a adouci le ton en disant qu'il n'abandonnerait le dopage actuel, parce que c'est un dopage, le dopage actuel de l'économie, que progressivement et en tenant compte de la solidité de la reprise, notamment de la situation du chômage qu'il trouve encore trop élevé aux États-Unis. Maintenant, ça va donc mieux, ça va même carrément bien aux États-Unis. En Europe, la situation a, semble-t-il, cessé de se dégrader. On a même eu l'agréable surprise d'enregistrer une nette augmentation de la croissance en France au deuxième trimestre, plus 0,5%, tandis que dans les pays émergents, on note peut-être un petit peu plus d'hésitation ici et là, notamment en Chine, sans que cela soit catastrophique pour l'instant. On assiste plutôt à un atterrissage en douceur qu'à un crash, comme on aurait pu le craindre. En un mot, la situation économique mondiale va plutôt dans le bon sens. Bien sûr, tout n'est pas rose. La sortie de crise sera plus longue que prévu, mais il semble bien que le point bas soit derrière nous. Nous ne sommes plus en état de crise systémique maintenant. Toutefois, la crise donne l'impression de vouloir se déplacer un peu vers l'Est. Peut-être pourrait-elle débuter, je dis bien, en Chine, en Inde, au Brésil, en Russie, où une croissance qui faiblit, une inflation qui reste menaçante et une bulle du crédit qui s'organise, ça pourrait faire un cocktail détonnant. Heureusement, nous n'en sommes pas là. On craignait pour les marchés un été chaud et pour l'instant, il n'en a pas été question. Il a même été excellent cet été. Et on note même de nouveaux achats d'actions, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, des achats d'actions aux États-Unis, mais aussi en Europe et même au Japon, où l'économie répond favorablement au plan de relance de l'économie et à la politique monétaire ultra accommodante adoptée par le nouveau gouvernement. Donc, si les pays émergents ne vont plus vraiment dans le bon sens, en Europe et aux États-Unis, les banques centrales restent en première ligne. Elles sont très responsables et manœuvrent avec beaucoup de doigté. La Fed, notamment, pense qu'en normalisant les taux, pour l'instant très favorables au marché, elle parviendra à relancer l'investissement, principal moteur d'une croissance harmonieuse. Déjà, on a de bonnes nouvelles des entreprises. Les résultats au deuxième trimestre ont souvent été supérieurs aux prévisions, dans 70% des cas aux États-Unis. Cela permet d'espérer un bon second semestre. Et déjà, on constate que les actions européennes sont davantage recherchées que les américaines, qui, il est vrai, étaient au début du mois à leur plus haut historique, alors que nous en étions encore très loin. En fait, si les actions américaines sont pratiquement à leur record, c'est justifié par la santé de leur économie. On peut même dire qu'elles sont à un niveau qui reste raisonnable, puisque si l'on regarde le PER, le rapport cours-bénéfice, il est encore très raisonnable, il n'est pas exagéré. Et en ce qui concerne les Européennes, notamment les Françaises, elles sont toujours bradées, 40%, je vous le rappelle, au-dessous des records historiques. Tout cela fait penser que l'on pourrait terminer l'année non pas sans secousse, mais sans accident particulier ou sans grande maladresse des banques centrales, ce qui m'étonnerait, eh bien on pourrait terminer l'année dans de bonnes conditions. Jean-François, le marché a donc continué à monter pendant tout l'été, mais est-ce toujours le même moteur qui propulse les cours vers le haut ? Et non, ce n'est plus le même moteur. On a, comme vous l'avez dit, cette accélération graduelle que connaissent la plupart des pays occidentaux, la plupart des pays développés, les États-Unis bien sûr, le Japon et l'Europe. Et c'est cette accélération, n'est-ce pas, qui a entraîné la progression des marchés. En Europe en particulier, vous l'avez remarqué, c'est quand même très significatif puisque nous avions eu auparavant 6 trimestres de recul de la croissance. Et
on semble maintenant qu'il y a non seulement une sortie de la récession en Europe, mais également une accélération aux États-Unis et au Japon de la croissance. Et tout indique qu'elle va être durable. Alors, on n'est plus donc dans un moment où on doit chercher les sociétés qui résistent à une période de récession parce qu'elles sont dans des secteurs d'activité, dans des thèmes d'investissement où, tout simplement, la demande ne faiblit pas quand il faut se serrer la ceinture. Ou dans des lieux géographiques. Ou dans des lieux géographiques, oui. Mais si on prend par exemple la santé, eh bien, ça sera un des derniers points qu'une famille va restreindre dans son budget. S'il y a des médicaments à acheter, on les achètera avant toute chose. De la même façon pour l'alimentation. Alors aujourd'hui, on est au contraire en train de basculer, peut-être, c'est ce qu'on espère, on en est aux prémices encore, mais il semble qu'on soit en train de basculer vers une reprise de la croissance. Et donc, on va essayer maintenant d'investir dans des entreprises qui vont bénéficier le plus de cette phase nouvelle. Alors, on le fait pas à pas. Bien sûr, on ne va pas basculer du jour au lendemain entièrement dans cette catégorie d'entreprises. Et on a cherché à sélectionner au cours de l'été celles qui vont le plus en bénéficier. Alors, notre sélection, pour être rapide, c'est tout d'abord les entreprises financières. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Il se passe que les banques en particulier vont avoir moins de provisions à constituer, moins de dotations à faire sur leurs clients douteux. Il y a déjà un moment que c'est perceptible. Hein, ça. D'ailleurs, on avait commencé à se créer dans les CPMPA un thème financier. C'est vrai, mais ça prend, là aussi, il y a un effet boule de neige, n'est-ce pas ? Parce que quand ça va mieux, les prix de l'immobilier commencent à remonter. Et on voit par exemple ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire que non seulement on ne fait plus de dotation aux provisions, mais on fait des reprises sur provisions. C'est-à-dire que ce qui avait été des charges se transforme en bénéfices. Et puis, alors, de façon plus modérée, eh bien, on commence à regarder les entreprises industrielles qui vont aussi bénéficier de cette situation. Et puis les assurances, parce que les assurances, elles, c'est au niveau de leur placement qu'elles n'auront plus de provisions à se constituer. Donc, pas à pas, on est en train de déplacer notre portefeuille d'un portefeuille de croissance défensive vers un portefeuille un peu plus cyclique. Et puis, si on s'intéressait aux valeurs européennes, bien sûr, mais qui étaient très présentes aux États-Unis ou dans les émergents, on va peut-être s'intéresser davantage à celles qui sont présentes en Europe. Absolument, on se tape sur ce sujet encore, mais... Ça mûrit. Alors, tout ce changement de moteur, ce changement-là, Jérôme, ça nous a amené à faire des arbitrages, hein, bien sûr. Lesquels ? Alors, tout à fait. On a fait plusieurs arbitrages. Déjà, on a renforcé, et il faut le signaler, parce qu'en fait, pendant donc, le fonds à 3 ans et demi, hein, je rappelle qu'il est en hausse de presque 43%, avec une avance de 26% sur le CAC 40. Et pour la première fois depuis 3 ans et demi, en fait, le poids des financières dans le portefeuille est supérieur au poids des financières dans le CAC 40. Dans le CAC, oui. Donc, grosso modo, vous avez... C'est la première fois que ça arrive. Oh, c'est la première fois que ça arrive. Non, mais Jérôme, vous avez raison, c'est significatif. 3 ans et demi, vous vous rendez compte ? Presque 3 ans et demi. 3 ans, 3 mois. Oui. Et donc, le poids des financières dans le CAC 40, c'est environ 15%, 14-15%, on va dire. Et le poids des financières dans le portefeuille actuellement, et les achats ne sont pas encore complètement terminés, est supérieur en date de vendredi soir à 20%. Donc c'est significatif, c'est un vrai tournant parce que c'est la première fois, je le répète, hein, depuis plus de 3 ans. Donc ces 20% sont répartis sur 5 valeurs, 2 compagnies d'assurance. Donc AXA, donc nous étions rentrés déjà depuis plusieurs semaines. CNP qui a remplacé Munich Re. Déjà, c'est une valeur allemande et on sort des valeurs allemandes, Munich Re et SAP. Nous avons faut dire que les Allemandes étaient parmi les valeurs qui étaient comme les Américaines à leur plus haut historique. Hein. Oui, et puis il y a eu quelques profit warnings sur des valeurs allemandes, Lanxess, K+S, ce genre de valeurs. Donc, ça rend prudent. Ça rend prudent, voilà. Et donc, 2 compagnies d'assurance, AXA, CNP. Donc, CNP, c'est une valeur essentiellement française, on va dire. Franco-brésilienne. Mais effectivement, je l'attendais. Effectivement, il y a eu une très forte accélération de la partie brésilienne parce qu'ils ont un accord avec l'une des plus grandes banques, l'une des plus grandes caisses brésiliennes qui lui permet de distribuer ses produits d'assurance. Donc CNP, qui vaut d'ailleurs pas très cher, hein, on vaut moins de 9 fois les résultats, ouais. Il y a un rendement de l'ordre de 5,40. Donc ça, c'est pour la partie assurance. Pour la partie banque, donc on a les 3 principales banques françaises. On a BNP, ça on l'avait déjà depuis longtemps,
Crédit Agricole, on l'avait depuis environ quelques mois. Et puis, on vient de rentrer Société Générale. Société Générale... Ça, c'est tout nouveau. Ça, c'est tout nouveau. Société Générale a publié effectivement des résultats en très forte hausse, comme vous le disiez, avec quelquefois un peu de reprise de provisions. Mais toujours est-il qu'ils ont augmenté leurs résultats de l'ordre... Alors, si on prend part du groupe ou non, on a augmenté les résultats de plus de 20%, de plus de 25% en moyenne sur le résultat net. Et la société, le président de la société a dit que, vous savez, ces fameux ratios BAL 3, en fait, ils ont atteint leurs objectifs puisqu'on est à 9,4 et qu'en fin d'année, ils seraient certainement supérieurs à 10%, leur objectif étant de 9,5%. Donc c'est une valeur qui a également un PE extrêmement faible et puis des ratios, comme toutes les banques, des ratios qui... les ratios actifs sur cours de bourse qui sont extrêmement faibles par rapport aux normes historiques, en fait. Donc, en résumé, on peut dire que, comme le disait Jean-François, il y a un changement des règles, un peu un changement de moteur, un changement de règles de choix à faire, que l'on a commencé et que l'on va continuer avec la rentrée, hein, j'imagine. Mais ça nous permet de gagner 43% depuis la création de FCP Mon PA. Messieurs, je vous remercie.